Bonjour à tous, bienvenue pour cette session Nourrir les populations. Je suis Dominique Seux des Échos et de France Inter. Alors évidemment, c'est un thème très large. On va essayer de le cibler. C'est vrai que le contexte est très mouvant. Nous étions depuis quelques décennies sur l'idée selon laquelle les questions de nourriture de la population mondiale ne se posait plus, ou plutôt ça allait dans le bon sens, c'était un peu l'idée générale. Et on voit bien depuis quelques mois que les choses sont en train de s'inverser, y compris sur le territoire européen, ce qui était évidemment inattendu. Et puis il y a derrière la grande question, l'immense question du dérèglement climatique et des changements dans l'alimentation qui sont nécessaires pour participer à l'effort collectif qui est absolument indispensable, avec cette grande question qui est: à quel prix devons-nous faire cela pour nos portefeuilles? Et les portefeuilles, évidemment, ne sont pas les mêmes dans les pays développés et les autres. Pour évoquer ce sujet, nous avons un certain nombre d'intervenants et de personnalités que je salue. Caroline Lepoultier, qui est directrice générale de l'interprofession laitière. Merci d'être là. Hafez Ghanem, qui est un des vice-présidents de la Banque mondiale, qui est en charge notamment de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, qui est franco-égyptien et qui nous fait le plaisir de parler en français. À côté de lui, nous avons Cécile Belliot, qui est directrice générale du groupe Bell depuis peu de temps, depuis 2 mois. Groupe Bell, évidemment, entreprise familiale, quelques marques phares que chacun connaît, une vingtaine au total, je crois, et un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 milliards. Et à côté d'elle, Bernard Gault, le PDG d'Elior, depuis 3 jours. Donc votre parole est... 1er juillet, donc un peu plus, depuis 10 jours, votre parole est naturellement très attendue. Et puis, bien sûr, à côté de vous, l'économiste Philippe Tillouz-Borde, merci beaucoup d'être là, spécialiste de ces questions-là, qui est aussi industriel dans un temps passé, qui va nous faire le plaisir d'ouvrir cette session en cadrant le sujet. Philippe, tu as la parole. Merci Dominique, d'abord de me passer la parole, et bonjour à toutes et à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. J'ai le plaisir donc d'ouvrir cette session. Comme l'a dit Dominique, c'est un grand défi à relever, ce sujet concernant notre capacité à nourrir pour les décennies à venir l'ensemble de la population de la planète. Donc il y a un défi évidemment qui est un peu un défi chapeau, le défi climatique, mais on reviendra certainement dessus. Mais au-delà de ça, pour, je dirais, un peu camper le décor, nous mettre, je dirais, en forme pour aborder ce sujet, je vois déjà 3 défis à faire partager avec vous. Un qui concerne évidemment le sujet démographique, on va revenir dessus. Un autre défi qui concerne je dirais, les échanges mondiaux des matières premières agricoles, qui a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est un deuxième défi, et on le vit actuellement d'une manière intense. Il y a un troisième défi qui concerne un peu les régimes alimentaires qui, avec la transformation, je dirais, sociale des individus et l'importance que prend l'industrie alimentaire, a aussi un grand rôle à jouer, et c'est un troisième défi. Voilà, donc c'est sur ces points-là que nous allons d'abord camper le décor, et ensuite nous reviendrons évidemment par la suite, après avoir écouté nos panélistes, sur un certain nombre de solutions, j'espère bien, et un débat pourra s'instaurer. Donc sur le premier, à noter sur le premier défi, le défi démographique. Les chiffres, vous les connaissez pour la plupart, ils proviennent des Nations Unies. Il y a 7 milliards 800 millions d'habitants actuellement sur la planète en 2021, estimation donnée. On prévoit 8 milliards 5 d'habitants en 2030, c'est demain, et au moins 9 milliards 7 en 2050. Donc, effectivement, c'est une croissance importante de la population
Et cette croissance importante, elle est hétérogène, évidemment. Elle n'est pas la même sur toute la planète. Si on voulait résumer simplement, la plus forte croissance de la population aura lieu en Afrique et également en Asie, Asie du Sud-Est tout particulièrement. Sur d'autres zones de l'Asie, en Chine notamment, ça ne sera pas tout à fait la même situation, ce qui me conduit à dire aussi que face à ça, il y a des zones dans le monde qui vont être en décroissance plutôt, qui n'auront pas le même taux de croissance ou même plutôt une décroissance. Je pense justement à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Alors l'Europe, par exemple, on peut citer la Pologne, la Russie, qui est à l'ordre du jour actuellement. Les démographes nous prédisent des baisses de population. L'Amérique du Nord, c'est un peu aussi la même chose. Alors, paradoxalement, à cette situation démographique, vous avez une famine extrême qui marque. Alors, les chiffres là bougent, j'ai envie de dire, d'une année à l'autre. On se situe actuellement à 45 millions d'habitants en extrême famine. Je sais que c'est contestable, il y en a sans doute plus. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a à peu près 2 milliards d'habitants sur la planète qui n'ont pas accès à une alimentation saine et équilibrée. Donc ça, c'est aussi un sujet d'importance. À côté de cela, il faut aussi avoir un œil, quand on parle de démographie, sur la population des agriculteurs. Est-ce qu'il y aura assez d'agriculteurs? Alors, les agriculteurs, il y a ceux qui sont des agriculteurs vivriers, hein, qui vivent de l'agriculture à côté de chez eux pour vivre eux-mêmes de cette production. Puis vous avez ceux qui participent au marché, ceux dont on a besoin pour nourrir l'ensemble, je dirais, de la planète. Et là-dessus, il y a évidemment une interrogation importante qui se pose. Donc ça, ce sont, je dirais, un résumé assez simple du défi démographique, mais qui est à prendre en compte dans l'exploration des décennies à venir. Le deuxième défi, je disais tout à l'heure, ce sont les échanges mondiaux des matières premières, des matières agricoles. Alors quand je parle des matières agricoles ou de l'alimentation d'une manière plus générale, il s'agit bien sûr des céréales, blé, maïs, des protéines végétales avec le soja, très important, des huiles, le palme, le lait avec les poudres de lait. On aura des spécialistes tout à l'heure. Voilà, tous ces produits-là, la viande, bien entendu, qui est au cœur de notre débat. Donc, l'ensemble de ces produits sont au cœur. Il faut rappeler que ces dernières années, ce marché, disons, des matières, est un marché un peu d'oligopole. C'est-à-dire, il y a quelques pays qui produisent l'essentiel de ces matières et qui le vendent au reste du monde. Donc c'est un marché extrêmement spécifique. Et dans le passé, les échanges étaient encore beaucoup moins importants. Quand je dis le passé, c'est-à-dire les années 80, il y avait une sorte d'affrontement entre les États-Unis et l'Europe qui, à coup de subventions, nourrissait l'ensemble de la planète, sachant qu'à cette époque, le bloc de l'Est n'existait pas. Donc, ce sujet est extrêmement important, puisqu'avec l'ouverture de la mer Noire aujourd'hui, depuis le début des années 90, nous sommes confrontés à un échange mondial avec on subit toutes les crises sanitaires, les crises climatiques. L'ensemble des crises sont maintenant sont subies par le marché mondial. Et on va en parler. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. J'ai un troisième point quand même, cher Dominique. Alors, vraiment, moins de 3 secondes. Moins de 3 secondes, qui est le défi des régimes
alimentaires et de leur transformation. Et j'espère qu'on va ça, c'est l'évoquer. extrêmement important et nous en allons parler après parce que c'est quand même dire une chose très simplement, c'est que 70% de la consommation de viande va augmenter dans les 15 ans à venir de 70%. Merci beaucoup. Ça, c'est un gros sujet. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je n'avais pas salué tout à l'heure Andreas Illy parce qu'il n'était pas en ligne. Je pense qu'il est en Italie. Voilà. Bonjour, monsieur. Je ne vous voyais pas tout à l'heure en ligne. Vous êtes là. Merci à vous d'être là. Vous êtes donc le dirigeant de l'entreprise qui porte votre nom, spécialiste du café. Torréfaction, importation et vente, distribution de café. Vous aurez la parole dans quelques instants. Je la passe immédiatement à Hafez Ghanem, donc de la Banque mondiale, pour brosser là aussi les défis. Mais alors, peut-être maintenant, ce que nous avons sous les yeux, ce qui nous attend pour les mois qui viennent sur les questions alimentaires mondiales. Chacun d'entre vous aura 3 minutes 30 et vous avez ici une indication très claire devant vos yeux qui arrive. Je ne veux pas regarder, moi. Bonjour à tous et à toutes. Et merci beaucoup, Dominique. Et, en fait, en 3 minutes 30, je vais essayer de faire 4 points. Dominique et Philippe ont parlé de défis de sécurité alimentaire. Et en fait, le défi le plus important de sécurité alimentaire qui est devant nous actuellement, c'est en Afrique. Moi, je voudrais... hier, j'ai regardé le dernier chiffre de la PAM. Nous avons 105 millions d'Africains aujourd'hui qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. C'était combien il y a 5 ans, par exemple? Il y a 5 ans, par exemple, il y avait beaucoup moins que ça, peut-être 30 millions. C'est une augmentation spectaculaire. Et on voit... Et c'est partout en Afrique. On regarde, bien sûr, il y a, si vous regardez le RDC, on a 26 millions. Le Nigeria, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, Madagascar. Donc, je ne veux pas aller pays par pays, mais voilà mon premier point, c'est que nous faisons face aujourd'hui d'une crise alimentaire aiguë et surtout en Afrique. Mon deuxième point, c'est que tout le monde pense, ou il y a une idée générale, que cette crise alimentaire aiguë est due à la guerre en Ukraine. En fait, la guerre en Ukraine a rendu les choses plus compliquées, mais ce n'est pas la cause de la crise. La cause de la crise sont multiples, mais je vais souligner deux aspects. Premièrement, le changement climatique. Surtout en Afrique de l'Est, à Madagascar, nous avons vu des attaques de criquets qui n'étaient jamais vues depuis des siècles, des attaques de la sécheresse, les cyclones, et tout ça dans une situation où nous n'avons pas vraiment investi dans l'agriculture pour rendre l'agriculture africaine plus résiliente, bien sûr, crée des problèmes. Il y a aussi des problèmes dus aux êtres humains, les guerres, les conflits, ce qui se passe au Sahel, surtout au Mali, mais aussi en Éthiopie. Donc ce que vous nous dites, c'est une situation durablement détériorée. Donc nous avons, ça c'est mon deuxième point, c'est qu'il y a aussi des raisons structurelles auxquelles nous devons faire face. Mon troisième point, c'est que la guerre a certainement rendu la situation plus compliquée. Et à cause de l'augmentation des prix des produits alimentaires, bien sûr, il y a dans certains pays en Afrique, on a vu une augmentation des prix de 50%, mais aussi il y a un autre problème dont on parle peu, c'est la baisse de l'aide humanitaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se concentre sur ce qui se passe en Ukraine, pas seulement de point de vue politique et économique, mais aussi financier. Les budgets
sont pas là. Donc ça, c'est un aspect négatif de cette guerre. Il y a aussi le problème, c'est lié au prix des engrais et l'accès aux engrais. Donc, l'année prochaine, on aura encore un problème en Afrique parce que les agriculteurs n'ont pas accès aux engrais. Et je voudrais souligner le cas spécial de l'Afrique du Nord, qui sont très dépendants des pays comme l'Égypte, la Tunisie, qui sont très dépendants des importations. Merci pour ce premier tour d'horizon. Vous avez compris en fait que chacun va s'exprimer d'abord sur les défis et puis on aura les solutions. Comme ça, on est sûr que vous allez rester. Cécile Belliot-Bell, quel est votre regard sur les grands enjeux alimentaires mondiaux et nationaux? Moi, je pense que quand on parle d'alimentation, plutôt que d'employer le mot défi, j'aime bien parler de la valeur de l'alimentation pour que chacun comprenne en fait ce qu'il y a derrière. L'alimentation, c'est la santé. C'est la santé de vos enfants, c'est la vôtre. Aujourd'hui, puisqu'on en parlait, il y a 800 millions de personnes qui sont en obésité. Il y a 800 millions de personnes qui, pour le coup, n'ont pas le bon régime alimentaire et sont en déficience. Il y a 2 milliards de personnes, comme vous le citiez, voilà, qui n'ont pas suffisamment, là encore, pour s'alimenter. Ça, c'est le défi de la santé. L'alimentation, c'est l'enjeu du climat. Je ne sais pas si tout le monde réalise, à chaque fois qu'on parle de climat, il y a eu une table ronde, il y a encore, voilà, ce matin à 10h, on ne parle que de transition énergétique. Vous savez quoi? Moi, je ne sais pas très bien comment, individuellement, je peux faire bouger la transition énergétique. En tant qu'entreprise, je peux avoir des idées. Moi, individuellement, c'est plus compliqué. L'alimentation, au sens large, c'est-à-dire l'agriculture jusqu'au bout de la chaîne, c'est 1/3 des émissions carbone. C'est plus que l'ensemble des transports réunis. Quand est-ce qu'on va parler de ce sujet? Tous les jours. Ça, moi, individuellement, je peux changer ce que je mets dans mon assiette, en fait. Ça ne tient qu'à moi. Le troisième défi de l'alimentation, c'est le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Moi, personnellement, je nourris personne. Je nourris personne parce que si, avant moi, il n'y a pas un agriculteur, il n'y a pas un éleveur, il n'y a rien qui arrive dans les villes pour nourrir le monde. Or, aujourd'hui, on a un vrai sujet parce que ces gens-là, non seulement ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, mais en plus de ça, ils ne sont plus reconnus. Donc en fait, on a un défi, tout le monde l'oublie, c'est que si on ne passe pas à la prochaine génération, dans les villes, on nourrit plus personne. Et le dernier défi de l'alimentation, c'est le bien-être animal. Si on se soucie un tout petit peu de la façon dont les animaux qui nous nourrissent sont traités, eh ben c'est ça aussi ce qu'il y a derrière l'alimentation. Donc on peut le voir comme des défis. Moi, je vois ça comme une valeur énorme. C'est quel est le prix? Quelle est la vraie valeur de tout ça? Et je pense que c'est comme ça qu'il faut amener aujourd'hui à poser la question. Et je pense que c'est de ça dont on doit discuter, et peut-être plus souvent, et plus dans les médias, et plus à l'école. Voilà, donc je pense que ça fera partie des solutions. Je vous sens assez remonté. Vous trouvez qu'on est clairement en dessous de la main dans le débat public, médiatique, oui. Du côté des industriels, du côté de la grande distribution. Vous allez nous donner vos solutions tout à l'heure, mais vous trouvez non, mais que sur on est un peu en dessous de la main, clairement. Et surtout que tout le monde ici, là, a un impact. C'est quand même incroyable. Vous allez tous les jours choisir de l'alimentation. Si vous savez ce qu'il y a derrière et si vous avez la capacité de faire les bons choix, demain matin, vous changez radicalement la donne pour votre santé, pour la planète, pour les animaux, pour les agriculteurs qui nous nourrissent. Quand est-ce qu'on a les vrais débats? Comment est-ce qu'on aide chacun d'entre nous à faire les bons choix? Eh bien, le message passe. Bernard Gault, Elior. Alors, Elior, bien connu, restauration collective. Oui, alors, d'abord, merci au Cercle des économistes de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer. Et comme vous voyez, autour de la table, vous venez de l'entendre, il y a des idées et des convictions. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que le propre même de ces sujets défis, c'est que par définition,
quand on parle en dernier, les défis ont été mentionnés. Mais j'aimerais quand même vous dire comment moi j'analyse la chose. Bon, l'angle, pour moi, c'est celui du consommateur sous l'angle du convive. Chez nous, on a des clients et puis on a des convives. On en a 3,7 millions, ce qui est pas mal, hein, à travers 5 pays. Et donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de regarder quelle est leur attitude et quels sont les défis qui se posent à eux. Et le premier sujet, vous l'avez dit abondamment, c'est manger différemment. Et j'ai entendu parler d'obésité. Je vous cite juste un chiffre. Aux seuls États-Unis d'Amérique, le traitement de l'obésité conduirait à doubler la consommation de fruits et de légumes. Doubler. Ça vous donne une petite idée du challenge. Il y a évidemment, bien entendu, le sujet de protéines, la durabilité, etc., qui ont déjà été mentionnés par mes collègues. Le deuxième sujet, c'est il va falloir sourcer d'endroits différents. Ça a été dit par M. Ghanem. Il n'y a pas que la famine en Afrique, en Asie, etc. Il y a l'Asie et l'Afrique comme endroit de production. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je donne un exemple qui est très très important. Le prix de l'énergie est très important parce que si le prix de l'énergie baissait, bon, pas facile à faire, mais dans l'environnement actuel, mais si le prix de l'énergie baissait, l'Afrique pourrait devenir un endroit assez important de production agricole. Troisième sujet, il faut produire la nourriture et la vendre différemment. On n'en a pas encore parlé, mais il y a transparence, il y a traçabilité, il y a question des engrais, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi, si on produit différemment, une baisse probable et anticiper des marges des intermédiaires parce qu'il y a plus de transparence. On peut le souhaiter. Il y a donc un défi important. Et puis, dernier point, qui est plus un point de politique publique, les règles des échanges seront vraisemblablement différentes. On va voir intervention des gouvernements, il y a déjà des aspects de subvention. Et donc, à travers ces 4 défis, on peut englober une grande partie du débat. Merci. Quelle est la part, que représente le marché de la restauration, alors éducation, hôpitaux, entreprises, dans le marché de la consommation alimentaire? Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais comme dit, mais un ordre d'idée. En France, on nourrit 1,1 million de convives tous les jours. Oui. C'est 30%, me dit-on. Bravo. Bon, ce qu'on peut conclure, c'est que vous avez une force de frappe dans les choix que vous opérez. Absolument. Pour faire évoluer le marché. Absolument. Et on y viendra quand on parlera des remèdes. Très bien. Caroline Lepoultier pour la profession du lait. Oui, bonjour à tous. Merci. L'an dernier, j'avais eu la chance de pouvoir témoigner à ces rencontres sur la démarche de responsabilité sociétale de la filière laitière. Et j'avais été interpellée à la sortie de la conférence par un éleveur du Cantal qui me disait mais moi je nourris tous les jours, je nourris beaucoup et je nourris aussi en dehors des frontières françaises et j'en suis fière. Et peut-être que son témoignage inspire le thème d'aujourd'hui parce qu'on voit depuis un an tout le contexte a considérablement évolué. Et peut-être que vous présentez très rapidement en quoi la filière laitière peut répondre aux enjeux de nourrir les populations et quels sont les défis auxquels les filières, et pour rebondir un peu, sont témoignées, notamment son attractivité et l'enjeu du carbone. La filière laitière française, elle produit son lait en France, elle en transforme la totalité et elle en exporte 40%, 30% en Europe et 10% dans le monde. Donc elle contribue à nourrir ses populations et tout en permettant de faire vivre des tissus ruraux, des territoires, et notamment des éleveurs au cœur du territoire et des éleveuses et des entreprises aussi, plus de 700 entreprises, à la fois des PME et des très grands groupes, fleurons d'ailleurs de l'industrie laitière au niveau international. Et ces entreprises, on a beaucoup parlé dans des tables rondes aussi ces 2 jours de réindustrialisation, elles sont présentes en France, elles sont là. Les entreprises laitières, et comme beaucoup d'ailleurs des secteurs agricoles et agroalimentaires, c'est pas délocalisable. Et on l'a vu dans l'enjeu de défense de la souveraineté alimentaire et d'ailleurs dans la crise Covid, où globalement les filières ont réussi à s'organiser pour qu'il n'y ait pas de pénurie auprès des consommateurs, mais en même temps, pouvoir identifier les leviers de fragilité. Et la souveraineté, ce n'est pas un vain mot. La filière laitière est souveraine en France,
Mais ça se construit, ça construit des partenariats, ça sécurise des chaînes et c'est pas forcément se recentrer que sur le local. Et donc les deux défis auxquels on est confronté aujourd'hui, et ça a été aussi pas mal évoqué lors de ces 2 jours, c'est un défi d'attractivité de la filière, d'attractivité des métiers. Cécile le disait tout à l'heure, mais quand on ne valorise pas les métiers, quand on ne valorise pas les produits, quand on ne valorise pas les acteurs, jusque d'ailleurs à ceux qui les donnent aux consommateurs, les commerçants, les distributeurs, la restauration hors domicile, on n'attire pas de nouveaux talents, on n'attire pas. On a la chance d'avoir encore la capacité de production, mais il faut pouvoir la maintenir. La démographie est déclinante dans le secteur laitier. Ah oui, le secteur laitier, et puis lié aussi à les conditions de travail, enfin le revenu des éleveurs, on l'a évoqué, les conditions de travail, l'attractivité de cette production. 50% des chefs d'exploitation vont être à renouveler. Puis vous avez dans le volet industriel toujours plus de 15% d'emplois qui sont non pourvus et des emplois au cœur du territoire. Vous avez 85% des emplois de l'industrie laitière qui sont dans des communes de moins de 15 000 habitants. Donc ça fait vivre aussi nos territoires. Le litre de lait est acheté aujourd'hui à quel prix à l'éleveur? Chez moi, 412. Pardon? Chez moi, 412 € les 1000 litres. 412. Et ailleurs? Ailleurs ou ça va, en Europe, dans le monde. Non, je veux dire, c'est sur une échelle qui va de combien à combien? C'est-à-dire selon les acteurs qui vous achètent du lait. Ça dépend aussi des moments, parce que là, on est dans une période aussi de tension sur les prix, de tension aussi d'ailleurs dans la production mondiale. Donc on est dans des périodes effectivement aussi inflationnistes en termes de prix du lait, avec le souhait pour la filière aussi de garder des produits accessibles, parce que c'est des produits qui sont au cœur de l'alimentation du quotidien. Les recommandations de l'OMS, c'est 100 kg de produits laitiers par habitant et par an. Et vous avez plus de la moitié de la population, 4 milliards d'habitants, qui ne consomment pas ces 100 kg. Donc un vrai enjeu aussi de réinstaurer cette production au cœur de l'alimentation du quotidien. Et puis le deuxième défi, et je viendrai aux exemples après, c'est le carbone évidemment. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Des vaches, pour produire du lait, il faut des vaches. Des vaches, ça émet du carbone, ça émet du méthane, donc un vrai enjeu qu'a pris en compte la filière, même avant la COP21, en déployant un programme de ferme laitière bas carbone, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Vous nous expliquerez comment on décarbone les vaches. Merci beaucoup. Andrea Illy, est-ce que vous nous entendez pour évoquer avec nous, évidemment, les enjeux de la filière du café, l'évolution des prix? Vous êtes à Milan ou à Rome, j'imagine, je ne sais pas. Vous avez la parole. Oui, volontiers. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah, très bien. Alors, l'agriculture du café, c'est 25 millions de familles dans une quarantaine de pays. Et pour la plupart de ces pays, c'est une agriculture de subsistance. Donc, il y a un problème déjà d'avoir assez de marge du fait qu'ils reçoivent moins que 10% de la valeur finale à la tasse. Le café est consommé notamment dans les pays, disons, de l'OECD, et donc du Nord, et c'est un problème de la distribution de la richesse. Il y a littéralement un mur qui est représenté par l'équateur. Second problème énorme, c'est l'impact du climat. Déjà, depuis 20 ans au moins, on aperçoit comment le café est impacté par des changements climatiques, que ce soit des sécheresses, que ce soit des températures trop élevées, que ce soit des pluies trop intenses, tout cause des dommages, étant donné que la caféculture elle a besoin de conditions climatiques très restreintes. Et malheureusement, en conséquence du changement climatique, jusqu'à 50% des terrains cultivables à café ne le seront plus d'ici 2050. Donc en 2015, il y a eu la plus grande importante célébration mondiale du café avec Expo Milan 2015, qui était centrée l'exposition universelle pour la première fois de l'histoire sur l'alimentation, et avec 40 pays producteurs et l'économiste Jeffrey Sachs, on a écrit un document qui s'appelle Milan Coffee Legacy. Donc, dans ces documents, on a établi qu'il y a un cercle virtueux qui lie
le bien-être que le café donne à ceux qui le consomment avec le développement qu'il crée pour ceux qui le produisent. Et l'engagement dans ces, disons, papiers est d'alimenter ce cercle vertueux avec plus de qualité et de durabilité, de sorte à améliorer le bien-être et le développement pour les deux. Alors, la première étude qu'on a faite, c'est une étude sur la adaptation climatique, où on a essayé de comprendre si la sécurité d'approvisionnement pourrait être assurée, bien qu'il y ait ce très fort impact du climat. Et on a aperçu que bien qu'avec une concentration dans moins de pays, il y aura une possibilité d'augmenter la productivité et produire davantage de café sans même impacter négativement sur le climat. Et donc, ceci est un très bon signe. Et donc, on a identifié quels sont les enjeux. Tout d'abord, changer les pratiques agronomiques et, secondo, développer aussi des variétés qui sont plus résistantes au climat. Donc, c'est un très vaste programme qui implique aussi, si nécessaire, la migration de la caféiculture dans des latitudes et altitudes où les climats sont moins sévères. Et dans la seconde partie de mon intervention, je vais vous parler aussi des mitigations, parce qu'ici, il faut aussi décarboniser, parce que comme on sait tous, l'agriculture est aussi très responsable de l'impact sur le climat. Elle le subit, mais aussi elle cause des problèmes climatiques avec les émissions de carbone et la perte de biodiversité. Mais je vais en parler tout à l'heure. Juste un mot, comment évoluent les cours du café au niveau mondial en ce moment? Justement, à cause du climat, il y a eu deux sécheresses très fortes au Brésil l'an passé, plus une gelée, et les prix sont maintenant le double qu'ils étaient il y a 18 mois. Et donc, ça a un impact significatif sur l'économie du café. Merci. Alors, les défis sont clairement plantés. Et Cécile Belliot, je me tourne vers vous d'abord. Qu'est-ce qu'un industriel comme vous attend des politiques publiques avec évidemment et des différents acteurs industriels, grande distribution, pour faire évoluer les choses dans les sens que vous avez souhaité tout à l'heure avec beaucoup d'énergie et d'envie. Quels sont les instruments qui doivent être mobilisés d'urgence, si j'ai bien compris? Alors, pour moi déjà, il y a une responsabilité de tous les acteurs. Hein. Les producteurs, les retailers, évidemment l'État, puisque quand on parle de comportement alimentaire, évidemment que l'éducation, les écoles ont un rôle à jouer. Et donc je vais reprendre les solutions, et vous allez voir comment chacun sur ces solutions, on peut faire notre part. En fait, les solutions, elles sont assez simples, on les connaît. Et en fait, si je les synthétise, il y en a 3. 1, il y a l'amont agricole. Il faut passer à des pratiques qu'on appelle d'agriculture régénérative. Ça veut dire quoi une agriculture régénérative? C'est-à-dire que l'agriculture, quand elle est intensive, elle exploite le sol et le sol ne joue plus son rôle. Le sol, quand il est appauvri, il ne capte pas du carbone. Un sol qu'on respecte, un sol qui est sain, un sol dans lequel il y a du microbiome, un sol dans lequel, j'ai l'habitude de le dire, les vers de terre jouent leur rôle, ça capte du carbone. Donc vous voyez à quel point l'agriculture, quand on fait bouger les pratiques agricoles, peut devenir un levier énorme. Sauf que vous ne pouvez pas demander à un agriculteur, à un éleveur, quand il ne sait pas ce qu'il gagne à la fin du mois, de se transformer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas leur demander ça. Donc si on ne garantit pas un revenu décent, à la base, on ne fait bouger personne. Donc je vais donner l'exemple de Bell, mais ce n'est pas pour faire la promotion de Bell que je suis là, c'est pour vous parler des enjeux. Bell, il y a 5 ans, c'était avant les États généraux de l'alimentation, a fixé le prix du lait. Fixé, en collaboration avec ses éleveurs en France, en leur disant c'est quoi le minimum dont vous avez besoin. Et au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une prime pour avoir du lait de pâturage. Il faut commencer par le pâturage et après, il faut aller vers du pâturage tournant, parce que c'est en faisant du pâturage tournant qu'on arrive à un sol qui est sain. Et deuxième prime qu'on a mis, c'est une prime pour avoir du lait non OGM, nourriture des vaches non OGM, pour qu'on arrête de sourcer des tourteaux de soja qui arrivent du Brésil, qui créent la déforestation pour nourrir les vaches en Europe.
C'est ça aujourd'hui l'élevage, hein. Quand même, il faut se le dire. 80% de la nourriture en Europe des vaches, elle vient du Brésil. Ça ne marche pas. Mais ça, ils l'ont fait, nos éleveurs. Et ils l'ont fait en 1 an et demi. Donc quand on prend les bonnes Et vos actions consommateurs suivent parce que les prix sont un peu supérieurs par définition. Alors évidemment que ça coûte plus cher. Évidemment que ça coûte cher. Donc là, on a tous à faire notre part. Deuxième élément très important, le comportement alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres, mais il faudrait que tout le monde le sache. Si, dans les pays du G20, pourquoi je parle du pays du G20? Parce que les pays émergents, et vous l'avez dit, il faut qu'ils accèdent à la protéine, et il faut qu'ils accèdent, entre autres, à une protéine animale. C'est hyper important pour que les enfants grandissent bien, pour que le cerveau se développe bien, c'est essentiel. Donc, quand on regarde le problème, en fait, du carbone et de l'alimentation, c'est les pays du G20 qui se nourrissent mal. Le problème, il n'est pas en Indonésie, il n'est pas au Vietnam, hein, il n'est pas en Indonésie, il n'est pas en Inde, ils sont tous végétariens. Le problème, il est chez nous. Si, dans les pays du G20, on switchait sur 10 consommations de protéines animales, 10 portions, 1 sur 10, je ne demande pas de faire un effort de dingue, c'est 1 sur 10. Ce qu'on économise en carbone, c'est l'équivalent de la consommation carbone du Japon. En consommation d'eau, c'est 40 ans de consommation d'eau de la ville de Londres. Ça veut dire quoi, switcher sur une... C'est-à-dire basculer sur une protéine d'origine végétale, aller vers des légumineuses, aller vers voilà, des alternatives qu'on commence à voir sur le marché, aller vers sur d'autres types de sources de protéines. Il y en a plein des sources de protéines qui ne sont pas animales. Donc si on remplace 1 sur 10, on baisse le carbone du Japon, c'est l'économie de 40 ans de consommation de la ville de Londres en eau et en terre qu'on peut utiliser à autre chose qu'à nourrir des bovins, c'est l'équivalent de la surface du Royaume-Uni. Et on n'a pas le choix que de changer, parce que si on ne change pas, si les pays émergents adoptent nos régimes alimentaires, on dépasse de 230% les accords de Paris en termes de CO2. Et le dernier élément sur lequel on peut tous faire notre part, c'est le gaspillage alimentaire. Il y a 30% de ce qui est produit qui est jeté. Il y a 70% de ce qui est jeté à la maison. Donc, encore une fois, ces 3 leviers, on les connaît, et on a tous un rôle à jouer, à faire savoir ça, à communiquer sur la juste valeur et à revaloriser l'alimentation, parce que oui, une alimentation saine et durable, ça va coûter plus cher. Merci. Bernard Got, qu'est-ce que vous faites et pouvez faire dans vos cantines? Alors, moi j'aimerais vous faire un petit plaidoyer pour nos métiers, pas pour Elior, mais pour l'ensemble de la profession. Je voudrais vous dire la chose suivante. J'ai écouté attentivement ce que vient de dire Cécile, et je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Moi, ce que j'aimerais proposer au pouvoir public et de manière générale à un public un peu plus large, c'est un partenariat. Nous pouvons être, dans nos métiers, le fer de lance des initiatives garant d'une restauration sociale et responsable. On peut l'être. Pourquoi? Parce qu'on a une expertise indéniable dans le choix et l'achat des matières premières. On sait produire au prix juste. On sait essayer de promouvoir ce qui est bon pour la santé. Et d'ailleurs, à cet égard, nous menons actuellement une expérience intéressante en Espagne et également en France d'éducation des jeunes enfants autour de l'alimentation, chose que nous faisons gratuitement, pour être clair, et dans vos écoles, dans nos écoles. Bon, nous pouvons nous orienter assez bien ce qui est bon pour la planète. On est par exemple en avance sur des objectifs Egalim de 20%, et on est capable d'amortir l'inflation par des choix de repas qui sont les bons. Et puis on peut aussi décider ensemble et collectivement d'un approvisionnement adapté. Alors évidemment, et c'est ce que dit Cécile également, nous ne pouvons pas faire ça tout seuls. Nous avons besoin d'un partenariat. Nous avons besoin que nos clients, qui sont les administrations, les grandes entreprises, etc., je ne dis pas les convives, nos clients, que nos clients nous aident à faire le métier qu'on fait, qu'ils soient dans le secteur privé ou dans le secteur public. Mais je crois qu'on peut être très utile dans ce domaine, et pour impulser un certain nombre de choses et accélérer ces changements que Cécile vient d'expliquer. Merci. Merci à vous. Caroline Lepoultier.
Oui, alors parmi les solutions, et c'est un peu l'atout d'être organisé en filières comme le sont bon nombre de filières agricoles et alimentaires en France, c'est de pouvoir partager entre tous les maillons, du producteur au distributeur ou à la restauration collective avec le convive, les défis et surtout partager des solutions. Je voulais dire 2 mots de l'attractivité, j'insisterai sur le carbone. Sur l'attractivité des métiers et de la filière, on a un vrai enjeu partagé de pouvoir, si on veut continuer à produire mieux demain et plus demain pour garder cette vocation exportatrice qui rémunère et qui entretient les territoires en France, il faut attirer des nouveaux talents et bon, on essaye des opérations innovantes. Je voulais juste vous citer une anecdote, mais pour nous, c'est extrêmement révélateur de promouvoir différents modèles, différents territoires. Une opération Vie ma vie entre un éleveur de l'Isère et un jeune influenceur de Sevran-Bodot qui n'était jamais sorti de sa cité. L'éleveur nous disait, quand il a été invité à Sevran, après avoir accueilli sur sa ferme pendant une journée cet influenceur, ils avaient descendu les canapés et fait un barbecue dans la place de la cité. Et vraiment, c'était extrêmement convivial. Et d'ailleurs, il nous a même dit que ça avait incité quelques jeunes à s'inscrire en lycée agricole. Donc déjà, rien que par c'est des micro-actions, mais c'est rassembler des populations ou des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, de se connaître, à la fois autour des métiers, des produits et puis des valeurs finalement autour de la convivialité et du partage, ce qui est un peu le cœur de notre alimentation. Et je voudrais juste insister sur le carbone quand même. Ferme laitière bas carbone, c'est, je pourrais en parler des heures, un programme qu'on avait lancé à l'échelle de la filière bien avant la COP21, il y a plus de 10 ans. L'esprit essentiel, c'est de se dire, sur un enjeu collectif commun comme ça, partagé à travers le monde, il faut un référentiel commun. Et l'interprofession avec le monde scientifique a permis d'élaborer ce référentiel commun qui permet ensuite à chaque éleveur de réaliser ces démarches de progrès qui sont les plus adaptées à son territoire, à son exploitation. Et ensuite, ça nous permet de placer ça en dialogue avec les ONG. C'est la dernière partie de mon propos, c'est une des solutions, ça doit être aussi de pouvoir plus partager en dialogue sociétal avec nos parties prenantes, et les ONG de protection de l'environnement en font partie, et c'est d'ailleurs ce que nous allons essayer d'illustrer dès la semaine prochaine chez Guillain dans la Sarthe, en emmenant des ONG pour montrer tous les progrès réalisés en termes d'impact carbone, parce que c'est l'enjeu, c'est le défi de la filière laitière française et mondiale d'aujourd'hui. Merci Andrea Illy. Donc, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bien, très bien. Alors, je soutiens complètement ce qui a été dit par Madame la PDG des Bell sur l'agriculture régénérative et aussi sur les changements de la nutrition. Et donc, ceci parce que pour approcher une démarche pour la mitigation du changement climatique après ces fameux 2015, je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait décarboniser mon entreprise comme tout le monde doit le faire d'ici 2050. Alors, étant donné que 2/3 des émissions de carbone de l'industrie alimentaire et aussi dans les cafés proviennent de la partie agricole, et sachant que la partie agricole est aussi celle qui peut séquestrer du carbone. Paradoxalement, l'agriculture régénérative que Madame a mentionnée peut devenir carbone négative. Surtout si on la complémente avec des réserves naturelles, cette approche agroécologique qui est promue par la FAO, qui essaye d'avoir un bon équilibre entre les hectares cultivés et les hectares laissés à réserve naturelle, ce qui permet d'avoir encore davantage de biodiversité, retenir plus d'eau et aussi avoir une baisse de la température, parce que l'arborisation crée aussi de l'ombre et à travers l'évapotranspiration des plantes, elle baisse la température. Ceci est la raison pour laquelle j'ai épousé le modèle de l'agriculture que j'ai appelé virtueuse. Parce que non seulement elle permet d'inset, donc compenser les émissions qu'on ne peut pas réduire de la partie industrielle, les séquestrer dans la partie agricole, ayant une approche des poursuites de la décarbonisation circulaire, qui est le contraire du offsetting, qui veut dire aller compenser
les émissions avec la séquestration de carbone dans d'autres, disons, filières. Donc, ceci, le troisième pilier est que la Intergovernmental Panel of Climate Change recommande toujours la recherche d'un co-bénéfice. Dans ce cas, c'est la santé. Parce que si le pari, c'est de démontrer que des produits qui sont cultivés d'une manière régénérative sont aussi plus sains. Alors, il y a une réponse immédiate qui est assez simple. Étant donné que l'agriculture régénérative utilise beaucoup moins d'agrochimie, il y aura moins de résidus et des produits qui sont disons, qui sont plus sains pour notre santé. Mais le pari, c'est aussi de démontrer qu'il y a un pourcentage plus élevé des composantes qui font bien à la santé, donc qui sont bénéficiales, comme on dit, bénéficiaires, je ne sais pas si on dit comme ça en français. Oui. On sait que la biodiversité du sol et de la plante produit des phytochimiques qui peuvent être bons pour la santé, dans le sens qu'ils sont soit antioxydants, anti-inflammatoires, et il s'agit de démontrer que la concentration de ces phytochimiques qui sont bons pour la santé est plus élevée si les produits sont cultivés d'une manière régénérative. Merci On a beaucoup. 2 plantations expérimentales, une en Éthiopie et une au Guatemala, qui sont nées pour étudier ces phénomènes. On est en train de développer toutes les possibles pratiques agronomiques et au travers de notre université du café, on transfère comme savoir-faire à tous les autres caféculteurs qui travaillent avec nous ces pratiques une fois qu'elles sont claires. Et du point de vue analytique, on est en train de commencer à prouver que certains des composantes du café qui sont connues pour être disons, responsables pour le bien-être que le café donne à ceux qui le produisent. On sait que le café allonge la vie, hein. Non seulement on vit mieux, mais aussi plus longuement, que ces composantes, elles sont plus présentes si le café est produit d'une manière régénérative. Merci voilà, beaucoup. Donc, ça, c'est malheureusement, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais le temps est compté, mais il y aura sans doute des questions. Je vais passer en quasi-finale la parole à Hafez Ghadem, mais je voudrais juste identifier le nombre de questions. On aura 10 minutes pour poser des questions. Il y en aura une, juste 2, 3, voilà. Hafez Ghadem, vous avez quelques instants pour évoquer au niveau mondial peut-être les préconisations qui sont les vôtres. Philippe dira évidemment des mots au-delà de la conclusion. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau mondial, mais je veux insister sur 2 points seulement, puisque vous me donnez tellement de temps. J'en suis navré. Le premier point, c'est tout ce que mes collègues ici ont mentionné, la mitigation. La mitigation est nécessaire. Je donne l'exemple, l'Afrique est responsable pour moins de 2% de gaz à effet de serre, mais l'Afrique, c'est le continent qui a de plus de problèmes avec le changement climatique. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est l'importance d'investir dans l'agriculture dans le Sud et dans l'Afrique. En Afrique surtout, et investir, ce n'est pas seulement à cause des moyens financiers qui sont nécessaires pour les investissements agricoles, mais aussi le transfert des technologies qui est nécessaire pour rendre l'agriculture plus résiliente des changements climatiques. Et là, je dois dire qu'avec toutes mes années de travail en Afrique, ce que je vois, c'est une baisse nette des investissements occidentaux en Afrique. Vous allez partout en Afrique, vous allez trouver des Chinois qui investissent, de plus en plus des Indiens qui viennent investir, des Turcs, mais les Français de moins en moins, les Allemands presque rien, les Anglais de moins en moins. Et donc, ça c'est quelque chose qu'il faut changer. C'est un message très clair, en tout cas, très très puissant. On va prendre quelques questions. Alors, oui. Voilà. Alors, indiquez à qui vous posez la question. Et alors, je vous demanderai des réponses vraiment... allez à l'essentiel, tout de suite. Bonjour.
merci pour vos contributions. Je voudrais réagir sur les propos de Madame Belliot. Je suis entièrement d'accord que l'alimentation n'est pas suffisamment représentée aujourd'hui dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par contre, j'ai l'impression qu'en tant que consommateur, on n'a pas non plus suffisamment d'informations pour faire des décisions éclairées. Donc à un moment, on parlait d'éco-score sur les produits alimentaires comme le Nutri-Score, mais je pense que les industriels ont aussi la responsabilité de transférer une partie de leurs connaissances sur la captation du carbone et sur les émissions carbone de leurs produits pour que les consommateurs soient mieux éclairés. Merci de cette question. Oui. En fait, alors, je suis hyper d'accord avec ça. Je pense, et c'est pour ça, quand on parlait de solutions, l'État peut jouer, l'école peut être un levier. L'État peut jouer en imposant des menus équilibrés et bas en carbone dans les menus des écoles, dans les menus des universités, dans les collectivités. Et quand je dis on a tous un rôle à jouer, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de GRP par an qui est mis par la grande distribution pour ne parler... Alors GRP. Donc GRP, c'est les investissements médias, les investissements médias qui sont mis chaque année par la grande distribution pour ne parler que de prix. Donc on se demande pourquoi, dans la tête des gens, à chaque fois qu'on parle d'alimentation, on parle de prix. Mais moi, je vous le dis, c'est parce qu'on ne leur parle que de ça, que de la prochaine promo, du moins 50. Si cet investissement-là, allez, on en prend un tiers et on l'utilise pour aider les gens à faire les bons choix. Je vais vous donner un exemple. Coop, c'est le distributeur leader au Danemark. Vous savez ce qu'il a proposé? Comme on a tous maintenant des cartes de fidélité, quand les gens vont faire les courses chez lui, ils ont toute l'information, toute la data sur le panier moyen de ce que vous avez acheté chez eux. Et bien vous savez ce qu'ils poussent maintenant à leurs consommateurs et à leurs clients? En fonction de leur poignée, ils leur disent « Voilà comment tu pourrais améliorer nutritionnellement ton panier, parce que, attention, tu as peut-être consommé trop de produits trop sucrés, des produits trop gras. » Et ils leur poussent des recettes en leur disant « Si tu veux équilibrer, je serai toi, j'irai vers ce type d'alimentation. » Et ils leur donnent aussi l'impact carbone. Merci. Donc c'est pour ça que les leviers, on les a et l'information est absolument clé. Philippe, un mot là-dessus. Moi, je dis un mot en tant que, justement, responsable président de Numalim, qui est la mise en place de la base de données numériques sur l'alimentation, sur la qualité nutritionnelle, fiabilisée, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises dans ce qui est donné au grand public, Nutri-Score, tout ça. Nous avons effectivement une résistance aujourd'hui, non pas du côté Cécile Belliot, bien sûr, qui joue le jeu, mais de beaucoup d'industriels et des problématiques aussi avec la GMS sur ce sujet. Donc j'apprécie beaucoup la question et il faut appuyer très fort du côté des médias pour qu'au moins la loi soit respectée dans ce domaine. C'est la moindre des choses qu'un bien public existe sur les données numériques accessibles à tous sur l'alimentation et des données fiabilisées. Merci. Question suivante. Et on va aller toujours plus vite parce qu'il nous reste quand même 7 minutes au total. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. Je voudrais revenir sur vos propos, Madame Cécile Belliot. Vous avez effectivement pointé que l'agriculture, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais même préciser que selon la FAO, l'élevage en particulier, c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on sait que manger végétal, c'est 6 fois plus efficace pour l'environnement que de manger bio ou local, par exemple, quand on sait, vous l'avez dit, que l'élevage nécessite beaucoup plus d'eau que la production de légumineuses ou de céréales, je me demandais ce que le panel pensait du développement des protéines alternatives et, par exemple, aussi de l'agriculture cellulaire. Alors vraiment, c'est une phrase de réponse à chaque fois, parce que je crois qu'en fait, il faut terminer à 12h10 et pas 12h15, c'est ça. Est-ce que le public est mécontent? Oui. Bon, le public est mécontent, je suis désolé. Non, nous allons vous obéir. Une phrase chacun. Qui répond, Cécile? Oui, évidemment qu'il faut pousser une alimentation plus végétale. Aujourd'hui, le régime équilibré, la moitié de l'assiette, ça doit être des fruits et des légumes. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Sur tous nos produits, on a développé des offres végétales alternatives. Ce qu'il faut, c'est aider les gens. Le problème de l'alimentation, c'est que c'est culturel. Et comme c'est culturel, on a l'habitude et on a été élevé avec ça. Sauf qu'il y a plein d'alternatives, mais on ne sait pas faire. Donc, il faut juste aider. Nous, on a des marques. Et l'avantage des marques, c'est qu'elles donnent envie. Et c'est là où je dis chacun doit faire sa part, le distributeur, nous, parce qu'évidemment qu'il faut réduire l'impact de l'élevage sur le climat. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut, effectivement, et c'est pas, encore une fois, il faut donner
à l'Afrique l'accès à la protéine qu'elle n'a pas, et nous, on doit faire notre part en tant que pays riche. Mais il faut, donc voilà, il faut encore une fois proposer des produits sympas, goûteux, et qui sont des vraies alternatives. Alors, est-ce que chacun a une phrase de conclusion, et la conclusion sera Philippe qui va la faire. Caroline. Ma phrase de conclusion, c'est de dire qu'il faut donner son choix à tous et éclairer et avoir du bon sens à la fois en termes de la production, le sol, la prairie, la captation de carbone, les productions animales et végétales, et puis d'une consommation très responsable en connaissance de cause. Afez. Je voudrais faire 2 points. D'abord, je suis d'accord. Non, un seul. Non, vous n'imaginez voilà, pas la pression. mon premier vous point. n'imaginez pas la pression sur mes épaules. D'accord. Non, d'abord, je suis d'accord que c'est vraiment culturel, la nutrition. Et c'est vrai que ici, en Occident, surtout en France, c'est culturel, c'est la viande, les protéines animales partout. Et je sais que Philippe Tillesbord a mis en place une initiative en Afrique pour le développement. Il va en parler dans une seconde. Oui, pour le développement des protéines végétales. Que je pense que ça c'est le futur et c'est très important. Merci. Bernard. Oui, simplement, Elior et les entreprises de la restauration collective veulent être le partenaire de ces changements. Ils sont particulièrement qualifiés pour vous aider. Et retenez-le parce que c'est vraiment une volonté de notre part. Ça va faire la différence. Merci. Et je passe la parole à Philippe pour la phrase de conclusion, m'excusant auprès de notre ami italien. Je reprends quand même justement le thème sur les protéines végétales. Oui, s'il y a eu des réussites, c'est parce qu'il y a eu un plan protéines végétales en France. Il est maintenant partagé au niveau de l'Union européenne. Il y a un plan protéines végétales au niveau de l'Union européenne. C'est tout récent. Et comme l'a dit Afez, nous sommes en train de négocier entre l'Union africaine et l'Union européenne un plan protéines végétales pour l'Afrique. Avec dans ce plan, évidemment, la nécessité de pouvoir permettre aux Africains de développer leurs protéines végétales, leurs protéines animales, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de la croissance de la consommation de viande dans les 15 ans à venir, ça sera quand même justement notamment en Afrique. Et en conclusion de conclusion, vous avez bien entendu que tout ça, ça allait nécessiter énormément d'innovation, innovation en amont, recherche, innovation en aval, c'est l'industrie aussi alimentaire qui l'apporte. On est au cœur des intérêts des centres de préoccupation du cercle des économistes et formation fondamentale, beaucoup de formation, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Ça sera mon mot de conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous avons été au galop. Merci à vous. Thank you.